Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, on reprend les bonnes vieilles habitudes et on continue de présenter des magazines de cinéma, notamment avec l'écran fantastique. Ouais, est-ce que l'écran fantastique ici. Ouais, est-ce que j'en ai deux à vous présenter. Il y a aussi l'écran fantastique, le classique qui vient de sortir, hein, que je viens de recevoir. Donc celui-ci, je vais le présenter assez vite. Et celui-ci qui est sorti en janvier 2024, voilà, c'est l'écran fantastique vintage. Voilà, dans le précédent numéro que je vous aviez présenté aussi il y a quelques mois, était consacré également à Mad Max, puisqu'ici nous avons la deuxième partie de Mad Max, hein. On va y revenir tout à l'heure, voilà, sur cette deuxième partie, sachant que le précédent volume consacrait surtout aux deux premiers films de la saga, et ici on revient sur le troisième et quatrième film de la saga, si je dis pas de bêtises. Je pense que, ouais, là c'est un sacré. Je pense personnellement, une seule partie ça aurait suffi, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de développement qui est dit sur cette saga qui est Mad Max. Mais sachant qu'il y a un nouveau film qui est attendu aussi, on a le film de 2015, mais il y a un autre film qu'on attend. Je crois qu'on a, je ne sais pas si on a encore la date, hein, du prochain film. On va y revenir en tout cas dans un instant. Mais là, je vais surtout m'attarder, et on va commencer par ça, par le dossier sur John Carpenter, qui, à mon avis, est plus intéressant dans ce numéro. Voilà, donc la couverture qui est toujours aussi bien faite comme d'habitude. Hein. Voilà, donc. Je rappelle que c'est 14,90 € numéro. Hein. Voilà. Non, ce que je dis ça, parce que je vois il y en a beaucoup qui mettent les magazines sur des styles on va pas citer le site, mais de style de revente, et qui mettent souvent 10 à 15 € de plus. Hein. Mais, à ce tarif-là, autant aller directement sur le site de l'éditeur et l'acheter au tarif normal de 14,90 €. Quoi. Alors, en plus, vous payez les frais de port, en plus, c'est un peu dommage. Donc, là, je reviens donc l'écran fantastique sur John Carpenter. Ici, on a un petit édito. Hein, je ne vais pas vous le lire. Hein. Voilà, on a un petit édito signé par le rédacteur Guillaume Jacquet. Guillaume Jacquet, d'ailleurs, que je salue au passage, parce que je sais qu'il regarde la vidéo, et qui a écrit tout le dossier il a écrit tout le dossier sur John Carpenter. Donc c'est un sacré travail, hein, quand même, de documentation, évidemment. Voilà. On va revenir aussi sur tous les films. Alors, ce que John Carpenter, c'est un réalisateur de cinéma américain qui est surtout culte à travers ses films, évidemment. Enfin, du moins quelques-uns de ses films, on va y revenir. Hein, parce qu'il a quand même 18 films, si je dis pas de bêtises. Il a 18 films à son actif. Et il a lancé plusieurs franchises. On va y revenir dans ce dossier. Il y aura aussi la partie télévision. Bon, il a fait quelques petites choses en matière de télé. Hein. On y reviendra également assez rapidement. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est le dossier sur les 18 films, en l'occurrence. Voilà, il y a des petites anecdotes aussi, je veux dire, c'est au fur et à mesure que se déroulera cette vidéo. On commence par une jeunesse américaine. Voilà, donc le cinéma pas à pas. Donc c'est le début de réalisateur. Il explique, pour ceux qui s'y intéressent, donc tous les films qu'il a fait, enfin tous les courts-métrages, etc., avant qu'il devienne un des plus gros réalisateurs de films connus, cultes aux États-Unis. Donc là, c'est le début. Donc les projets amateurs, tout ça, enfin vous connaissez. Hein, on vous explique tout ça en quelques pages. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Là, je passais à son premier film. Voilà, son premier film, sorti en 1974. Dark Star, l'étoile noire. Alors, hop, je baisse un peu la lumière parce que je crois qu'il y a un peu trop de lumière. Alors, Dark Star, ça veut dire l'étoile noire. Ouais, rien à voir avec Star Wars. Hein. Même si George Lucas aurait collaboré, non, mais aurait discuté en tout cas avec John Carpenter au sujet de certaines choses. Sauf qu'apparemment, il l'aurait lâché en tout cas, mais en tout cas rien à voir avec l'étoile noire dans Star Wars. Sachant qu'en 74, John Carpenter, il avait 25 ans. Hein. Il avait 25 ans à cette époque, donc il lance son premier gros film, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce film ?
Alors, c'est un film qui... Voilà, il y a une petite anecdote à ce sujet. C'est un film qui devait être un court-métrage, donc qui est devenu un grand film. Ça, c'est la petite anecdote du jour. Je sais pas si c'est dit, j'ai pas lu le... J'ai lu en diagonale, hein, donc c'est dit dans le texte. En tout cas, petite anecdote, moi j'habite à Rennes, et ce film était sélectionné, et oui, tenez-vous bien, au Festival Travelling de Rennes. Et oui, je savais pas. Je l'ai su en allant sur le net, voilà. Donc moi, en 74, j'étais pas né en 74, hein, je suis né en 77, donc voilà. Et depuis des années, à Rennes, il y a un festival soutenu, je crois, sponsorisé au début par l'Écran Fantastique. Je sais pas si c'est toujours le cas. Et si ce festival existe encore aujourd'hui, mais en tout cas, il me semble qu'il existe encore ce festival. Le festival Travelling de Rennes qui avait sélectionné ce film à l'époque. Ce film Dark Star, The Dark Star, l'étoile noire, donc, au festival. Et qui lui a même valu aussi en mai 2000 d'être diffusé au Festival de Cannes également. Voilà, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, dans le premier film de John Carpenter, a été sélectionné au Festival Travelling de Rennes et est passé c'était en mai 2000, hein, au Festival de Cannes. Film, alors voilà, donc on vous explique Monument de la science-fiction, etc. dans ce dossier. Après Dark Star est douloureux, les réalisations vont s'enchaîner à un rythme soutenu. Voilà, les films cultes vont arriver. Et on continue avec le film Assaut, en 1976. Voilà, alors on n'est pas encore dans la science-fiction. Hein. Assaut 1976, un film produit en 24 jours seulement, hein, donc très rapidement. Un film qui a été un échec commercial, voilà, assez important, et qui a coûté, je crois, 100 000, il aurait coûté 100 000 dollars ce film, un truc comme ça. Je sais pas où je l'ai lu, quelque part, là. Voilà, un salaire de 20 000, d'accord. Il aurait coûté, voilà, il est décidé de ne produire qu'un seul film pour la somme de 100 000 dollars. Par contre, il n'aura pas rapporté énormément à l'époque, ce film. Voilà, donc je sais pas si on retrouve des acteurs connus dans ce film. De l'époque, au moins 74, au moins 70, les années 70 et moi. Voilà, voilà. Ensuite, on passe à un chapitre qui va ouvrir à John Carpenter, celui qui va certainement devenir, que tout le monde va connaître. Il va ouvrir une saga d'horreur, horreur que tout le monde connaît désormais. Oui, puisqu'en 1978, soit 2 ans après Assaut, il signe son premier gros film d'horreur. Et oui, Halloween, la nuit des masques. Film quasiment culte, ressorti des dizaines de fois en DVD, en VHS, tout ce que vous voulez. Ressorti récemment encore en Blu-ray édition spéciale, édition 4K, voilà. Et on remercie ESC Vidéo de les sortir, les Halloween quand même. Donc Halloween qui ouvre donc une saga de 13 ou 14 films, je sais plus, je crois que c'est 13 films il me semble, jusqu'à aujourd'hui. Et une série commandée par Miramax aussi, ça c'est récent, hein. Une série qui est commandée par Miramax. Alors aux dernières nouvelles, Miramax qui a commandé une série justement pour Halloween, parce que là ils ont mis fin au film, avec les 3 derniers films. Ils ont mis fin à la saga pour l'instant, en pause pour l'instant. Et là ils s'attaquent à une série, on va y revenir, une série produite par Miramax. On espère que cette série soit aussi culte que Chucky, par exemple. Hein. Je ne sais pas si vous regardez Chucky, la série. D'ailleurs, elle est plus diffusée en France, hein, avec la fin de Salto. C'est une petite parenthèse. Et ben Chucky, en termes de série, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est bien inspiré, en tout cas, des 8 films. Je crois qu'il y a eu 8 ou 9 films. Je crois que c'est 8 films. Hein, 7 ou 8 films, je sais plus. Il me semble que c'est 8 sur Chucky. Bien inspiré, très canonique. Très référencé en tout cas. La série qui arrive à sa 4e saison est plutôt d'une très bonne qualité en tout cas pour ceux qui la regardent.
Sauf que depuis un moment, elle n'est plus diffusée en France, donc il faudrait peut-être qu'un diffuseur la diffuse. Hein, je pense à Prime Video ou à Netflix, donc ce serait bien. Je dis Prime Video parce qu'elle est diffusée dans pas mal de pays du monde par Prime Video. C'est pour ça que j'insiste sur Prime Video. Pour revenir sur Halloween, ce sera une série Miramax, produite par Miramax, dans l'instar de Chucky. Ça sera inspiré cette fois-ci du premier film justement de John Carpenter. Et cette série serait probablement diffusée aussi sur Netflix. Voilà. Euh, à moins que ça change. On revient donc sur le film de... Premier gros film, donc il signe son premier gros film, très gros film même, puisqu'Halloween sort en 1978. Alors, un triple miracle, création d'un boogeyman iconique avec l'increvable Michael Myers, naissance d'une saga qui semble tout aussi immortelle, et record face au massacre au box-office. À sa sortie, Halloween devient une date fondamentale dans l'histoire de l'horreur et du cinéma tout court. Oui, parce que ça ouvre, je vous dis, ça ouvre un nombre incommensurable de films. Voilà, donc je crois que c'est 13 films sur la saga. Et aussi une franchise. Il y en a d'autres qui vont faire des films aussi, qui vont s'inspirer un peu d'Halloween aussi, hein, en reprenant le concept. Voilà. Jamie Lee Curtis, qui devient une actrice internationalement connue. On retrouve Donald Pleasence, qui était déjà connu à l'époque. Hein, voilà. Donc, Donald Pleasence qui va jouer dans quasiment tous les Halloween de l'époque. Donald Pleasence qui va devenir un acteur qu'on va voir dans beaucoup de films de Carpenter aussi. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur Halloween? Alors c'est l'un des films indépendants les plus rentables du cinéma aussi, à souligner. Hein, c'est un des films il aurait rapporté, là j'ai des chiffres, parce qu'on parle des chiffres un peu plus loin dans... C'est 47 millions aux USA, il a rapporté 47 millions de dollars aux États-Unis et 23 dans le reste du monde. Hein, ce qui fait 70 millions pour un film qui a coûté, j'ai pas le prix du film, mais voilà, il a été très bien rentabilisé. Sachant que ce film à l'époque en VHS, il a été loué, c'est un des films les plus loués aussi et les plus vendus. Donc ça a beaucoup rapporté aussi en VHS. Hein, parce qu'il faut savoir que les films, si vous n'avez pas connu, tous ceux qui nous regardent et qui ont moins de 40 ans, moins de 45 ans, qui n'ont pas trop connu les périodes VHS, il faut savoir que tous les films qui sortaient dans les années 70-80 et aussi 90, au début 90, tous les films qui sortaient, qui n'avaient pas forcément un très gros succès en France, hein, je précise. Halloween a été un succès semi-teinte en France, mais il a mieux marché aux États-Unis, évidemment. Mais il a quand même fait quelques entrées en France. Mais c'est surtout le marché de la VHS qui l'a fait connaître, notamment en location, notamment. Alors les films qui sortaient, comme je disais, dans les années 70, 80 et début 90, ils avaient aussi un succès en VHS pour la location et pour la vente. Et Halloween était un des films les plus loués en film d'horreur, les plus loués dans les années 80. Et les autres aussi, les autres épisodes d'Halloween aussi. D'ailleurs, si vous regardez un peu plus loin dans la chaîne, je présente aussi des hors-séries sur Mad Movies et sur l'écran fantastique aussi, qui étaient sortis sur la franchise Halloween. Donc, gros film pour John Carpenter, dont le film... Alors, la sortie, c'est 14 mars 79 en France. Octobre 78 États-Unis, voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est Myers. Alors, le film rapporte donc 70 millions de dollars, ce qui est pas mal. Un carton absolu qui lance le règne des tueurs au couteau pour quelques années au box-office. Si Carpenter et Hill ont aussi des idées de séquelles, elles s'ambitionnent pourtant dans leur déjà emblématique tueur. Les deux souhaitent poursuivre la saga Halloween sous forme d'anthologie, avec des thématiques différentes à chaque épisode. Voilà, donc les innombrables suites qui verront le jour jusqu'à aujourd'hui tomberont à une exception près, tous sous la coupe du désormais inévitable et immortel aussi Michael Myers. Voilà, donc ça c'est le gros film de la saga. 2 ans plus tard, il lance un autre film qui va devenir culte. Il s'agit de Fog. Fog qui veut dire en anglais le brouillard. Alors, Fog 1980. Voilà, ça ressemble à ça. Pour ceux qui ont connu, pour les plus de 45-50 ans qui nous regardent, qui ont connu le film, enfin, les plus, ou ceux qui ont connu, gens qui ont 55-60 ans, voire qui l'ont vu au cinéma aussi. Alors, Fog, donc, brouillard,
un film qui a été qui a plutôt bien marché au box-office américain. Voilà. Film qui est devenu culte aussi en vidéo également et en vidéo, parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de DVD encore à cette époque. En VHS, ça a été un succès plutôt culte. Voilà, il sort sur les débuts 80. On retrouve des acteurs connus encore à l'époque. Notamment Jamie Lee Curtis, encore une fois, qu'on retrouve. Bah oui, Jamie Lee Curtis, justement. Qui était à la tête d'affiche d'Halloween déjà. Euh, et voilà, vous apprenez beaucoup de choses dans ce petit paragraphe sur ce film, donc je vous invite à découvrir ça. Ensuite, on enchaîne en 1981. Il chôme pas John Carpenter dans les années 80, puisqu'il enchaîne sur une nouvelle franchise qui va devenir culte aussi, que vous connaissez certainement, même pour les plus jeunes d'entre vous, puisqu'il s'agit de New York 1997. Voilà. New York 1997. Alors, voilà, donc, en gros, lorsque j'ai vu le résumé, il est là le résumé. 1988, le taux de criminalité aux États-Unis a augmenté de 400%. Voilà. Manhattan s'est changé en une prison à ciel ouvert, rapidement devenue une zone de non-droit dont s'échapper semble impossible. L'île est encerclée par un mur de 15 mètres de haut. Ponts et voies navigables environnantes ont été minés. L'introduction montre l'endroit surveillé par des hélicoptères, lanceurs de missiles, dont font les frais deux pauvres diables qui tentaient de s'évader à bord d'un bateau de fortune. Alors l'histoire débute pour de bon en 1997 par un drame. Des terroristes détournent Air Force One, donc l'avion présidentiel américain, et l'avion de se scratcher en plein cœur de ce pénitencier d'un genre nouveau. À l'abri dans une capsule de protection, le président américain, ici incarné justement par Donald Pleasence, qu'on a vu dans Halloween déjà, de 78, en réchappe, mais il est rapidement enlevé. La première mission de sauvetage est un fiasco. Le chef de la sécurité, Bob Hawke, a alors l'idée d'envoyer un ancien militaire aux états de service contrastés. Bob Snake Plissken, Kurt Russell, était autrefois un lieutenant de l'US Army, un héros de guerre qui s'était notamment illustré lors de la Troisième Guerre mondiale. En désaccord avec sa patrie à la suite de ce conflit, il est devenu un malfrat spécialisé dans les hold-up, récemment mis en défaut par les forces de l'ordre et condamné à perpétuité, etc., etc. Alors vous l'avez reconnu, donc on lance un nouveau héros dans ce film, qui amènera une suite, on va y revenir. Donc New York 1997, ça c'est le speech, pour ceux qui connaissent, vous connaissez certainement ce film, pour ceux qui l'ont vu en tout cas. New York 1997, donc film qui date de 1981, voilà, et qui lance une nouvelle franchise culte, film qui va devenir culte, évidemment aussi dans la location de VHS un an après sa sortie en scène. Il y a beaucoup de choses à dire sur New York 1997. Déjà parce que c'est un succès commercial aussi au cinéma, puisque le film a quand même rapporté plus de 25 millions de dollars, d'après mes chiffres. Ce film est tout de même devenu culte, pas tout de suite, mais il est devenu culte au fil des locations dans les vidéoclubs et dans les ventes aussi dans les vidéoclubs et par les multiples rediffusions aussi à la télévision aussi. Alors, voilà, donc film devenu culte. D'ailleurs, le film Los Angeles 2013 en est la suite, mais ça on verra après, ça sortira un peu plus tard. On retrouve donc Kurt Russell dans ce film, Donald Pleasence qui joue le président américain entre autres, qu'on reverra encore dans d'autres films. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Ah oui, j'ai oublié de parler de jeux vidéo aussi. Référence. Metal Gear Solid, pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, sachez que Metal Gear, c'est bien sûr une référence au personnage de Solid Snake. Évidemment, tout ça tout le monde le sait. Si vous ne le savez pas, je vous le dis quand même. C'est un hommage bien sûr au film. C'est un hommage... voilà. Il y en a d'autres hommages aussi dans les Simpsons notamment, dans d'autres franchises. Je ne vais pas tous vous les expliciter. On enchaîne sur un autre film. Alors ça c'est New York 1997 dont je vais vous montrer quand même. Je ne sais pas si je vous ai montré. Mais... Voilà, il y a tout ça comme page. 6 pages. Voilà. Et à la fin, il y a le petit carré à la fin, là, pour dire
Titre, tous les infos qu'il faut savoir en tout cas. Sur qui joue dedans, les réalisateurs, tout ça, photographie. On enchaîne sur The Thing, la chose. The Thing, 82, la chose. Film d'horreur, culte aussi. Voilà. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un échec total. Gros échec commercial aux États-Unis. Bah oui, film d'horreur, les gens ne sont pas prêts à regarder un film de cette trempe. Devenu culte avec ses rediffusions en vidéo à l'époque aussi. Et sur les chaînes payantes, un style Canal un peu. Enfin, Canal n'était pas né encore, mais. Ouais. Voilà. Surtout le marché de la VHS qui va. Film quasiment culte, hein. Il est repassé 150 fois sur RTL9, ce film-là. Tout comme Halloween d'ailleurs. Voilà. Il est repassé plusieurs fois sur le câble. Je sais même pas si ça passait quand même à la télé à l'époque, parce qu'on est quand même dans les années 80. C'est un film quasiment culte. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est un échec au cinéma. C'est devenu culte en vidéo, hein, comme tous les films de Carpenter. Voilà, sorti en 82 aux États-Unis. Il faut savoir que ce film était quand même en concurrence à quelques semaines près, à 15 jours près aux États-Unis. Il y a un gros film qui sortait à cette époque, c'était E.T. l'extraterrestre. Ah oui, bah oui. On se trouve confronté à un gros film comme E.T. qui a fait, j'ai pas le chiffre en tête, mais ça a fait quand même beaucoup plus que. Hein. À côté, c'était le rouleau compresseur. Gros film de Steven Spielberg, hein, quand même. E.T. qui sortait 15 jours avant ou après, je sais plus. Là, il est sorti 3 novembre, ce film. En France et aux États-Unis, il est sorti le 25 juin. Il me semble que E.T. est sorti un peu avant, il me semble. Donc, c'était le rouleau compresseur. Évidemment, c'était dur de sortir à côté, de sortir la même semaine que E.T. Vous comprendrez bien. Donc, le studio, voilà, donc film culte, hein, devenu culte après, des années après, ressorti en DVD un peu plus tard. Voilà. Ensuite, on a un autre film qui est devenu culte également. Il s'agit bien sûr de Christine, 1983, La voiture tueuse. Voilà, c'est un succès commercial d'ailleurs. C'est quand même un succès, hein, pour ce film de Stephen King, enfin inspiré de Stephen King. Considéré comme un chef-d'œuvre apparemment. Voilà, Stephen King possède un année d'absence commerciale. C'est vrai qu'il a connu. Ouais, il a bien négocié son film en tout cas. Alors, on apprend plein de choses. Pour ce film quasiment culte aussi, hein. Donc, qui a plutôt bien marché cette fois-ci. Bah, parce qu'il y avait une voiture, et les voitures, les Américains, les voitures, forcément, ça aide un peu. Donc, d'où le succès commercial aussi du film. Voilà, sortir des acteurs, quelques acteurs connus à l'époque aussi, hein. On va pas tout est cité de toute façon dans la petite case aussi là. Voilà, donc voilà, le film rapporte quand même 21 millions de. Il rapporte 21 millions, il a coûté 10 millions. Il rapporte quand même, voilà. Sachant que le Blu-ray de ce film, Christine, est ressorti en France en 2019 chez Carlotta Film. Eh ouais. Et l'Ultra HD 4K est sorti pour la première fois aussi en 2019 chez Carlotta Vidéo. Donc si vous voulez vous le voir en 4K, c'est possible. Voilà, il est disponible en tout cas en vidéo. On enchaîne sur un autre film, Starman, pour ceux qui connaissent. 1984. Voilà, Starman, un film plutôt un peu moins connu peut-être du réalisateur. Et on a voilà, c'est un film. Alors c'est un film sur commande, hein, qui a été commandé par qui a fait John Carpenter. C'est sa première commande, donc ça vient pas de lui. Enfin techniquement, c'est une commande qu'il a honorée, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a à savoir aussi ce film? Évidemment, c'est un gros échec commercial, tout comme The Thing. Voilà. Hein, donc c'est pas voilà. Bon après c'est un film qui se regarde, hein, quand même, qui a été qui peut se regarder, hein. Voilà, moi c'est pas un film qui m'a forcément beaucoup marqué non plus, ce film. Il y a d'autres films qui m'ont plus marqué, hein. Comme le prochain par exemple. Celui-ci par contre ça c'est une pépite, hein. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Avec un titre comme ça déjà à l'époque, ça déjà. Alors ça sort en 86. Le succès ça se fait en vidéo et pas au cinéma. Hein, parce que c'est un film quand même assez loufoque, hein, quand même.
Un flop monumental à sa sortie. Ça, tu m'étonnes que c'est un flop monumental. Euh, voilà. Donc ce film sort en 86 en France, tout comme aux États-Unis. Ouais. Il y a toujours 4 Russell qui joue dedans. Jack Burton, qui est un acteur cher au réalisateur, hein, on le voit dans beaucoup de films. Jack Burton, échec commercial, donc il rapporte seulement 11 millions. Hein, mais est un très gros succès dans les vidéoclubs lors de sa sortie. Hein, parce que il devient un des films les plus loués aussi en vidéoclub et les plus vendus également. Donc gros succès. À l'époque, ça rapportait. Hein, le vidéoclub versait beaucoup d'argent à ceux qui faisaient les films à l'époque. Et surtout sur les ventes aussi de, de VHS. Parce qu'il n'y avait pas encore de DVD à l'époque. Hein. Donc, gros succès VHS, comme il le dit, sans doute parce que les années 90 vont enfin la culture des films de combat asiatique traverser le Pacifique. Oui, bah oui, parce que, justement, succès parce que c'est un peu asiatique aussi, donc il y a des références asiatiques, forcément. Bon, style Mortal Kombat, oui, c'est sûr, jeu vidéo à l'époque. Trop tard toutefois pour permettre à Carpenter de gagner une crédibilité. Ouais, d'accord. Alors, succès commercial, non. Au cinéma, c'est un flop, mais en tout cas, ça marche il se rattrape sur le marché de la vidéo. Comme beaucoup de films, comme beaucoup de ces films, j'ai envie de dire. Voilà, donc les grèves du mandarin. Jack Burton, incarné par un seul acteur, Kurt Russell, évidemment. L'année d'après, il enchaîne, il s'endort jamais, ce monsieur, puisque l'année d'après, il fait Prince des Ténèbres. Ça, c'est un film que j'ai vu en... J'ai dû voir le film en 90 sur une chaîne, je sais plus si c'était sur Canal ou une autre chaîne, je sais plus. Mais je l'ai vu et c'est un film qui m'a quand même traumatisé pour l'époque. Euh, alors, Prince des Ténèbres en 87, je m'en souviens de ce film quand même. Alors, après The Thing, ici le deuxième volet de ce qui constituera plus tard comme la trilogie de l'Apocalypse. D'une impitoyable noirceur en questionnant le mal avec une pertinence que le genre a rarement atteint. C'est l'un des opus les plus sombres et passionnants de son réalisateur. Ouais, je m'en souviens encore. Ça fait longtemps. À vrai dire, je crois que je l'ai vu qu'une fois ce film. J'ai dû le voir qu'une fois quand j'étais jeune. J'ai pas revu depuis. Peut-être que je le revois un jour. Donc c'est un film, oui, sorti en 88 en France en cinéma et en 87 aux États-Unis. On retrouve encore l'acteur fétiche, non pas Kurt Russell, mais Donald Pleasence, c'est-à-dire qu'il joue dedans. D'ailleurs, on le voit là. Donald Pleasence. Ah, je m'en souviens, un acteur très connu pour l'époque. Acteur qui, je rappelle, est décédé, je crois, en 1995, il me semble qu'il est décédé. C'est-à-dire ce qu'il devait le rappeler pour faire New York 1997, mais je crois qu'il a pas joué dedans. Parce qu'il était en mauvaise santé à l'époque. La suite de... non, il devait jouer dans Los Angeles 2013. Et il n'a pas pu y jouer parce qu'il était en mauvaise santé à l'époque. Parce qu'il jouait le rôle du président et il voulait reprendre... il voulait qu'il reprenne son rôle. Il n'a pas pu jouer dans le film. On va y revenir. Prince des Ténèbres, dans 87, film culte. Hein. Film d'horreur culte. L'Armée des Morts, ouais. Alors regardez-moi ça. Ah oui, je vous montre ça, c'est dégueulasse. Voilà, donc, ouais. À l'instar de Jack Burton, c'est le passage à VHS hein, qui lui permettra d'atteindre un statut amplement de film quasiment culte. Encore une fois, tous ces films deviennent cultes grâce à la VHS. Voilà, donc pour Le Prince des Ténèbres, avec Donald Pleasence, un succès commercial donc assez moyen au cinéma, hein, qui marche quand même. Il est rentable, mais il reste assez moyen quand même. Hein, ce qui rapporte que 14... alors le budget du film, je crois que c'est 3 ou 4 millions, je sais plus, c'est 3 millions je crois le budget de dollars. Il rapporte 14 millions. Ça fait un rapport de 11 millions quoi. C'est pas beaucoup pour un film, parce qu'il faut payer les acteurs et tout, et voilà quoi. Vous connaissez. Mais c'est un film qui aurait pu rapporter plus. Devenu culte en VHS aussi. Hein. Il est passé au moins 200 fois aussi sur RTL 9 à l'époque, en deuxième partie de soirée, j'en souviens. C'est peut-être là que j'ai vu au début d'RTL. Quand RTL a été lancé, je me demande si j'ai pas vu sur cette chaîne à l'époque. Au début du câble en France. Ouais, parce que moi je fais partie de ceux qui ont eu le câble de très bonne heure en France. Voilà, donc on passe à autre chose, puisqu'il s'agit de la suite. Non, on passe d'abord à Invasion à Los Angeles. Une nouvelle franchise culte.
Invasion Los Angeles 88, film quasiment culte. Voilà, donc il ouvre encore une nouvelle franchise. Situé à mi-chemin entre V et Body Snatchers. Voici l'un des films les plus opus et plus furieusement politiques de son auteur. Bah oui. Là, on voit toutes les affiches. D'ailleurs, je l'avais racheté il n'y a pas très longtemps en Blu-ray, d'ailleurs. Je l'ai revu. J'avais envie de le revoir, ce film. Je l'avais pas vu depuis au moins 15 ans, ce film. Voilà, voilà, donc je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, en fait. Donc ça, voilà, on retrouve bien sûr l'acteur fétiche de un des acteurs fétiches. D'ailleurs, enfin, des acteurs, il en a tellement d'acteurs fétiches que. Voilà, alors qu'est-ce que. Oubliez-moi, voilà. Il y a beaucoup d'anecdotes à savoir sur le film, pour ceux qui connaissent ce film culte. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce film. Oncle Sam, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Il y a beaucoup de petites choses à savoir sur ce film. Hein. Très politique, Donald Trump, tu m'étonnes. Pour débarquer les affiches. Make America Great. Oui, il y a un truc intéressant là. Alors, c'est un film qui a influencé le jeu Duke Nukem 3D. Ouais, parce que dans le jeu Duke Nukem 3D, on était dans un niveau Los Angeles où il y avait des extraterrestres. Il y avait beaucoup. Et il n'y a pas que ça hein, aussi dans ce jeu, qui s'est très inspiré de ce film, grâce aux lunettes. D'ailleurs, il y a aussi le jeu Flashback, aussi, le jeu français Flashback d'Eric Chahi qui s'est inspiré aussi pour le coup des lunettes et de voir les extraterrestres quand tu mettais les lunettes. Donc il n'y a pas que, il y a aussi les Simpsons et j'en passe. Mais ça, le jeu vidéo quand même, c'est Duke Nukem 3D quand même, qui s'est beaucoup inspiré de ce film. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous sortir là? Le film n'a pas eu grand impact, hein, d'accord. La classe moyenne continue de se paupériser à Carpenter est le premier à se lamenter de la théorie du ruissellement, hein, d'accord. Le film a toutefois marqué les esprits de toute une génération. Dernier exemple, marquant en date l'artiste Mitch O'Connell, s'est accaparé l'image des extraterrestres du film pour détourner les affiches électorales de Donald Trump de son logo Make America Great Again. Devenues virales, ces caricatures ont permis de refaire parler d'invasion à Los Angeles, prouvant que son statut de film culte est loin de s'étioler. Ouais, bon, c'est devenu un film culte, hein, comme vous le savez, notamment en VHS, et ressorti il n'y a pas très longtemps en Blu-ray, édition spéciale. Je sais pas s'il est sorti en 4K ce film, je suis pas sûr. En tout cas, il est au moins disponible en Blu-ray. Donc, film très intéressant, très culte. On apprend plein de choses aussi dans ce. Autre film, un peu moins culte, enfin si, peut-être aussi culte, mais Les aventures d'un homme invisible, 92. Ça, j'ai dû le voir, mais il y a très longtemps. 92. Alors quand je regarde les photos, ça m'a un peu. Ouais. Voilà, ça m'a marqué ce film qu'on a aussi. D'ailleurs, il y a Michael McKean qui joue dedans. Tiens, je savais même pas qu'il jouait dedans, Michael McKean. Michael McKean qui joue dans Dream On ou dans. Je sais pas si vous voyez l'acteur. C'est l'acteur qu'on voit dans Better Call Saul. C'est le frère de l'avocat, de l'acteur principal dans la série. Et on voit dans beaucoup de séries, hein, cet acteur. On le voit aussi dans X-Files aussi, notamment. Michael McKean. Et il devait être jeune à l'époque, en 92, un peu plus jeune qu'aujourd'hui en tout cas. Alors, je vous mettrai une image si je veux de Michael McKean, là, comme je fais d'habitude. Là. Voilà. Alors, donc, Aventure d'un homme invisible, un film, bon, plutôt qui m'a pas forcément le film le plus culte de réalisateur, mais bon. Voilà, c'est un échec commercial, parce que je parle de. C'est pas un succès au cinéma. D'ailleurs. Son film ne fonctionnera pas, rapportant 15 petits millions pour une enveloppe de production entre 30 et 40. Ouais, ça coûtait cher le film quand même à l'époque. Voilà. J'ai vu il y a très longtemps ce film. Voilà. On enchaîne sur un autre film qui est devenu lui beaucoup plus culte. Très encensé aussi par le magazine Écran Fantastique depuis des années. Il s'agit bien sûr de L'Antre de la Folie. C'est du H.P. Lovecraft.
Inspiration Stephen King également, un peu on pourrait dire aussi. Avec Sam Neill, acteur principal. Voilà, très encensé par l'écran fantastique à l'époque, je me souviens. Ils ont même fait des couvertures, l'écran fantastique. Hein. Ils ont fait des couvertures et tout ça sur le sujet. Film qui est sorti en 1994. Ouais. Après les étendues glacées de l'Antarctique dans The Things, la chapelle maudite de Prince des Ténèbres, le dernier chapitre de l'Apocalypse selon Saint John Carpenter prend naissance dans un territoire hautement plus instable, l'esprit humain et ses tortueuses singularités. Alors moi je l'ai pas vu pour l'époque ce film. J'ai vu un peu sur le tard ce film, à vrai dire. Mais il était pas mal ce film. Hein. C'est un film quand même qui est très bien écrit, faut le dire. Il y a quand même pas mal de pages. Voilà ça. On se souvient de l'affiche de l'époque. Voilà. Première apparition. Alors, il y a une anecdote aussi sur un acteur qui va devenir connu à l'époque. Enfin, pas tout de suite, mais. Ah, ça c'est l'actrice qu'on a vue dans Twin Peaks, il me semble ça. Cette actrice-là. Là. Elle, on l'a vue dans Twin Peaks. Dont j'ai oublié son nom d'ailleurs. France Bay, d'accord, autant pour moi. Voilà, donc Sam Neill, qu'on retrouve. Cameo. Charlton Heston interprète un éditeur littéraire. Ah ouais, je me souviens même plus. Faudrait que je revoie le film, hein, parce que... d'accord. Ouais, enfin, 73 millions de dollars quand même. Ah ouais, ça c'est pas pour le film, d'accord. Ok. Alors, L'Antre de la Folie, donc, avec Sam Neill. Échec commercial, mais film culte. En vidéo aussi. En vidéo et en vidéo, ouais. Il est ressorti en DVD un peu plus tard, mais... Oui, il est même sorti en DVD direct, parce qu'en 95, 94, on est déjà sur le marché des DVD déjà, en 94. Hein, 94, 95, c'est vraiment là, ouais, c'est à peu près l'année du DVD. Alors, en VHS et en DVD. Inspiration Lovecraft. À noter dans ce film la première apparition d'un acteur qui va devenir connu grâce à une autre franchise. Il s'agit de Hayden Christensen, que vous connaissez bien, puisqu'il jouait Anakin Skywalker dans Star Wars. Et là, c'est sa première apparition cinéma dans L'Antre de la Folie. C'est sa première apparition cinéma. Il joue un petit rôle hein, dans ce film. Je revois ce film, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. On refait des films à revoir. Le village des damnés. Ça vous dit quelque chose 1904, c'est un peu plus récent. Hein. Enfin récent, on s'entend. 1995. Le village des damnés. Je l'ai vu aussi, ça a dû passer sur le câble aussi, plusieurs fois aussi. Hein, je l'ai vu quand il y est passé. Un film qui était plutôt pas si mal que ça. Hein. Ça a été repris après dans pas mal d'autres séries et films aussi, un peu le système, un peu l'inspiration scénaristique du film. Alors c'est inutile de vous dire que s'il s'agit aussi d'un échec commercial. Voilà, puisque le film n'a fait que 144 000 entrées en France. Enfin, presque 145 000 entrées, une goutte d'eau en France. Hein. Voilà. D'ailleurs, le film ne récolte que 9 millions de dollars. 9,4 millions seulement aux États-Unis, donc un flop, un semi-flop. Hein. Mais se rattrape sur la VHS. Un peu plus sur la VHS quand même. Enfin, sur le DVD, j'allais dire plutôt. Parce que là, on est à 95, on est plus sur le DVD maintenant. On est un peu moins sur le VHS, mais. Voilà. Donc, se rattrape sur le DVD et sur le VHS à l'époque. Tiens, on parle d'X-Files. X-Files Mania débute. Ah ouais, bah oui, X-Files débute à cette époque, ouais. Donc ça aide un peu. Drainant sa théorie du complot. Carpenter participe de cette vision d'un gouvernement manipulateur. Une fois de plus, il malmène les institutions. Ouais. Donc, ouais, c'est un film qu'il faut revoir aussi. Hein. 95, ouais. Distribution universelle. Ensuite, les films vont devenir un peu moins... Ah si, il y a encore un film intéressant qui arrive là. Puisqu'en l'année d'après, en 96, John Carpenter signe la suite avec Snake Plissken de New York 1997, à savoir Los Angeles 2013 évidemment. Voilà, donc il est de retour. Voilà, c'est écrit là, Snake is back sur cette affiche. Los Angeles 2013, donc remake déguisé de New York 1997. Cette suite des aventures de Snake Plissken
revêt une esthétique déplaisante que l'on peut estimer comme assumée. L'intérêt est ailleurs. LA 2013 n'est autre qu'une farce noire, désabusée et sardonique. Carpenter nous montre un sombre futur que notre présent embrasse par bien des aspects. Malgré le fiasco au box-office du Village des damnés, John Carpenter parvient à traiter de nouveau avec un major, en l'occurrence Paramount Pictures. Et oui. Et la suite est dans ce numéro. Alors. Voilà. Alors. Est-ce que j'avais des anecdotes à ce sujet à sortir en plus? Non, j'avais pas grand chose à dire en tout cas sur les 2013. Alors, film qui est devenu culte au bout de plusieurs. Enfin, par le temps, c'est devenu culte. Même si c'est un semi-échec au box-office, mais les gens se sont pas précipités pour aller le voir en tout cas en salle. Mais pour le louer, pour l'acheter en vidéo, oui. Il y a beaucoup de choses à savoir hein, pour cette. Beaucoup d'anecdotes aussi sur ces 4 pages. Voilà, film encore avec Kurt Russell évidemment. Il y a Steve Buscemi qui joue dedans, tiens aussi. Bah oui, on le voit là, ouais. On voit sur une des images. Voilà, alors. Ne rencontrera pas son public qui rapportera 10 millions de dollars. De moins que ce qu'il a coûté. Bah oui, hein, c'est dur de faire des bons films. Bah bon, après le film est devenu culte avec le temps. Hein. Ah, lui aussi il joue dedans. Oh, il y a Stacy Kitsch qui joue dedans. Ah bah oui, il joue un commandant dedans. On voit là, Stacy Kitsch. Mike Hammer. Stacy Kitsch. Il était jeune à l'époque. Michel Forbes. Ah, je m'en souviens même plus, tiens. Michel Forbes qui joue dedans. Ouais, ouais bah oui, c'est bien. Celle qui jouait dans Star Trek, là, Michel Forbes. Ouais. Ah, c'est vrai qu'elle jouait dedans, ouais. Bruce Campbell aussi qui joue dedans. Entre autres. Voilà, bon. Ok, d'accord. On enchaîne sur un autre film. Vampire, 1998. L'Aube rouge. Vampire. Un de ses derniers gros films, je pense. Western horror, ouais. Vampire, son probable dernier grand film. Ouais, c'est son dernier très gros film, je pense. Avec James Woods, qui joue ouais, Jack Crow. Ouais, Vampire, un succès plutôt mitigé au cinéma. Budget combien? 20 millions de budget quand même. 20 millions de budget, hein. Il a rapporté le double, 42 millions. Mais attention, il a rapporté, mais il est. Oui, en plus. Non, 42 millions en plus de ce qu'il a. Alors je sais pas combien il a fait au box-office. J'ai pas les chiffres en tête, mais. Enfin là, j'ai pas les chiffres en tout cas. Mais il a rapporté quand même 42 millions de plus grâce à la VHS et au DVD, donc ça aide un peu. Et aux chaînes payantes aussi, pour la foulée. Ensuite, on a. Ah si, bah oui, il y a celui-là aussi, je l'avais oublié celui-là. Ghost of Mars. Encore des vampires. En 2001. Jamais depuis Dark Star, Carpenter n'avait quitté le sol terrestre pour raconter une histoire. C'est chose faite avec Ghost of Mars qui, comme un prolongement du film précédent, mêle vampirisme et western tout en ajoutant à l'équation un background SF aux accents gore. Ghost of Mars. Inutile de vous dire qu'il s'agit encore d'un échec au box-office, encore, décidément. Il les collectionne, John Carpenter, hein Carpenter, il les collectionne les échecs. Hein. Mais, le film devient... avec les années, en 2020... Aujourd'hui, il est considéré encore comme culte, hein, ce film. Malgré ses faiblesses, ce contexte n'est pas à éluder. 15 jours après sa sortie, 11 septembre 2001... Ah oui. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Serait un choc dans l'Amérique se remet très difficilement. Pour un temps au moins, la violence n'avait plus rien de plaisant. Ah oui. Ouais, il sort dans un mauvais contexte. Hein. Bah, ça veut dire le film sort quand même le 24 août 2001. Et le 11 septembre, c'est quand même... ouais, c'est 15 jours après. Ouais. Enfin, un jour après. Donc oui, ça aide pas beaucoup. Donc ça n'a pas aidé beaucoup pour le cinéma. Quoi. C'est pour ça qu'il a fait un flop, je pense.
Il aurait pu bien mieux marcher au cinéma, c'est sûr. En tout cas, après, il est repassé sur les chaînes payantes et il est devenu culte, hein, ce film. On le voyait en DVD. Bon, même si le DVD commençait un peu à s'étirer en termes de vente, mais bon. Euh, voilà, donc il a rapporté combien? Je vous ai dit, hein, Ghost of Mars. J'ai pas le chiffre. Non, j'ai pas de chiffre, mais en tout cas, c'est plus ou moins culte. Après, on a son dernier film en date, donc j'ignorais jusqu'ici l'existence. The Ward, l'hôpital de la terreur. Voilà, j'ignorais totalement l'existence de ce film, mais bon. Ça parle de quoi ce film? Alors, sorti directement en vidéo, oui, ça m'étonne pas. Après The Ward clôt véritablement, vraisemblablement pour toujours, la filmographie de Carpenter sur une note très décevante. Le film n'est rien honteux, n'en est rien honteux, il s'avère tout à fait impersonnel et il est presque impossible de déceler l'empreinte de son auteur. Bon, un film qu'il aurait mieux fait de pas faire, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Ouais. En tout cas, voilà, sortie direct en DVD. Ouais, c'est une sortie directe à OAV. Allez, direct, on sort direct en DVD, quoi. Euh, Ah ouais, le film ne rapporte que 5 millions seulement. La moitié de sa mise. Ouais, c'est un flop, quoi, ce tarif-là. Par contre, l'acteur me dit quelque chose, là. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur, là. Jared Harris. Mais oui, c'est Jared Harris. Quand on voit là. Ici. C'est lui. Jared Harris. On retrouve dans de nombreuses séries. Voilà. Qu'on retrouve dans la série Tchernobyl. La meilleure série culte Tchernobyl. Entre autres. Cet acteur d'ailleurs anglais. Et on le voit aussi dans... On voit beaucoup de séries. Hein. On voit dans Sherlock Holmes, il apparaît aussi, le film 2011. Et on le voit aussi dans Fondation. Évidemment, la série Fondation, évidemment. Entre autres. Ouais, donc c'était bien lui. Ah oui, mais bon. Ensuite, on enchaîne sur John Carpenter et la télévision. Voilà. Bon, c'est surtout les Masters of Horror hein, qu'il a réalisé quelques épisodes. Voilà. Et là, on nous parle des musiques. Et quoi d'autre? De la suite dans les idées. À la poursuite des travaux de John Carpenter. Carpenter aujourd'hui, musique, comics et jeux vidéo. Et ce qui clôt le dossier sur Carpenter. Plutôt pas mal le dossier. Hein. Alors je le lirai plus à tête reposée ce dossier. Je relirai ça à tête reposée, mais en tout cas, c'est un sacré dossier. Voilà. 18 films hein, dont une dizaine de films quasiment cultes. Enfin, voire plus. Qui ont quand même traversé. Voilà, sur les 18 films, sur les 18 films, il y a quand même. Il y a Halloween qui sort du lot quand même. On pourrait dire Fog, New York 97, The Thing, Christine, Prince des Ténèbres, Invasion Los Angeles, Land de la Folie, Village des Damnés, Los Angeles 2013. On est plus de 10 films cultes. Vampire, Ghost of Mars, allez, on est à 12 films cultes. J'ai même pas mis Starman dedans. À 12, on est quand même, il a quand même fait pas mal de films cultes. Hein, quand même. Voilà, John Carpenter. Ensuite, on passe à Mad Max. Et on enchaîne, mesdames, messieurs, sur Mad Max. Thomas Gilbert qui a écrit ce dossier. Voilà, tous les chemins mènent à Max. Après, alors on va faire un peu plus vite, parce que cette vidéo, sinon on va durer une éternité. Sommaire. Voilà. Donc on enchaîne avec Mad Max 2. Nouvelle feuille de route. Voilà, donc on retrouve pas mal d'anecdotes sur le film. Voilà, regardez-moi ça, des photos. Un musée à la gloire de Mad Max 2. D'une certaine façon, Mad Max a été une répétition pour la suite. Voilà, second rôle, tout ça. Au Japon, ils considéraient Mad Max comme un film de samouraï, en France comme un western. Voilà, on a les photos d'époque. Une apocalypse pour en cacher un autre. Voilà, Mel Gibson.
Alors, encore des photos de tournage. On parle beaucoup du tournage. Les dernières minutes de Mad Max 2 peuvent être considérées comme un rock'n'roll visuel. C'est le cas de le dire. Voilà. Mad Max 2. 82 en France, Australie. Voilà, donc on n'avait pas évoqué, c'est vrai qu'ils n'avaient pas évoqué le deuxième film. C'est vrai. Après, on a pas mal d'interviews. Là, c'est le producteur designer. Graham Grass Walker. Voilà. Ensuite, on a Barry Branson. C'est qui ce monsieur? Voilà, c'est un français exilé en Australie. Interview. Aussi. Voilà, ponctué d'images du film. Regardez-moi ça. Ensuite, on passe à Mad Max Au-delà du dôme, du tonnerre. Film assez culte aussi. Hein. Puisqu'on y voit bien sûr le film avec Tina Turner, évidemment. Tina Turner, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques mois maintenant. Chemin de traverse. Avec Mad Max Au-delà du dôme, du tonnerre, George Miller oriente la saga dans une nouvelle direction, assumant plus directement encore le mythe qu'elle représente. Max solitaire renoue avec un semblant de civilisation avant d'évoluer au sein d'une tribu d'enfants. Certains fans de la première heure sont restés perplexes devant ce choix audacieux. Une tragique disparition. Une tragique... Ah, j'ai plus l'image. Voilà. Voilà. Tina Turner a toujours été le premier choix. On la voit ici, Tina Turner, dans ce film. Il y a le clip qu'elle a fait aussi, ça a aidé aussi pour le film. Ça a aidé aussi pour le film. Hein. Ça a beaucoup aidé aussi au film de l'époque. Je sais plus, il est sorti en 85 le film, un truc comme ça, je sais plus. 80... Ouais, c'est ça, septembre 85. Voilà, des photos de tournage, tout ça. Voilà. Beaucoup de choses. Interview avec Martin O'Neill, producteur designer. Voilà, on a les images de l'illustration. Hélène Budet, qui c'est C'était nouveau pour moi, je prenais ça comme une expérience. Inoubliable rôle. Ah ouais, c'est une actrice, d'accord, des actrices. Moi, j'ai plus le nom des acteurs de l'époque. Mad Max du Dôme. Robert Grubb. Incarne un contaminé, un autre acteur qui incarne un rôle encore. En voilà, là. Plusieurs images. Un talent de Peter Weir. Ouais, il a été aidé par pas mal de collaborateurs à cette époque aussi. Alors, on va enchaîner sur le dernier film dans un instant. Richard Francis Bruce, le monteur. Ah, je dis qu'il est très complet sur Mad Max. C'est la suite du. C'est vrai que ça méritait quand même qu'il fallait faire une suite au dossier. Quand même. George Miller à la télévision. En bas, on a un dossier, c'est ce qu'il a fait à la télévision. Alors, c'est pas des trucs très hyper connus, mais bon. Pas que je sache. Ah si, il y a quand même quelques petites téléfilms, tout ça. Ouais, encore une salve d'images. Et on passe enfin à Mad Max Fury Road, moteur hurlant, qui fait la couverture. Voilà, film de 2015 donc, film que, déjà 2015, ça, ouais, déjà. Un rapport compliqué avec Hollywood. Où on apprend qu'une série était envisagée. Eh oui, une série envisagée. Est-ce qu'elle est encore sur le feu, la série? Un format sur petit écran déjà envisagé peu de temps après la sortie. Mais un grave accident de la route de comédien met fin au projet. Ah oui, ils avaient dit que ça mettait fin. Ouais, ouais. D'accord. Peut-être que ça reviendra plus tard, la série. Parce que maintenant, il faut faire des séries de tout, maintenant. Il faut tout adapter en série, maintenant. Donc, la Fox prend peur, ouais. On a des storyboards aussi, dedans.
Christopher Nolan. Et pourquoi on voit Nolan dedans? Batman en chasse un autre. Pas de 3D native. Regardez moi les images storyboard. Hein. Des rôles féminins. Regardez les images du désert là. J'ai pas revu le film depuis, faudrait que je le revoie. J'ai pourtant acheté en DVD et en Blu-ray, mais j'ai pas eu le temps de le revoir. Faut avoir un temps de revoir tous ces films aussi. Sachant que ce film, j'avais vu au cinéma, si je dis pas de bêtises, hein, ce film. Pour moi, c'était le seul Mad Max que j'ai vu au cinéma. J'étais trop jeune pour voir les autres. Un passage en Afrique du Sud. Il était pas mal ce film quand même. Faut reconnaître qu'il était pas mal. Un montage compliqué, ouais, tu m'étonnes. Ouais. Des belles images. La reconnaissance du milieu. Fuero 2015. Et on a des chiffres là. Un succès qui laissera. Alors, 2 ans après l'exploitation en salle, Miller lancera une procédure judiciaire contre la Warner. Il considère qu'il aurait dû toucher avec son partenaire un prime de 7 millions. Budget prévisionnel estimé à 157 millions hein, quand même. Est-ce qu'on a dit combien il a rapporté ce film? Non? Ah si, alors. Long métrage sort mondialement en même temps que son passage sur la croisette. Ok, ce nouvel opus trace solidement sa route, récoltant 154,2 millions, rien qu'aux États-Unis. Hein. Ce qui en fait un succès. Hein. Il se classe en 21e position du bilan annuel. Et 380,4 dans le monde entier. C'est surtout son accueil critique qui surprend. 10 nominations aux Oscars. Dans les plus prestigieuses dans les catégories meilleur film, meilleure réalisation. Je m'en souviens, il était sorti à Cannes, ouais, je m'en souviens. Ouais. À l'époque où ça passait encore sur Canal. Ouais. Ah ouais, hein. Le scénariste. Interview. Ah mais on voit... c'est un film dans la mafia hein, qu'on voit. Wendell Street. McCarthy, dessinateur et auteur de comics. Il a collaboré, regardez-moi ça, c'est joli. Hein. Peter Fund. Peter Fund. Il a travaillé pour le cinéma. On est pas loin d'1 heure dans cette vidéo. Hein. C'est comme ça. Je suis désolé les gars, mais on va être pas loin d'1 heure dans la vidéo. Donc on va essayer de... Mark Sexton, je n'ai jamais passé autant de temps avec un réalisateur. Regardez-moi ça, c'est pas mal ça. Ça c'est culte hein, ça. Pour les fans et les autres. Il y a pas mal d'illustrations. Hein. Voilà, on termine. On termine. Justice League avorté. George Miller était-il attiré par l'univers des super-héros? Ouais. D'ici. Et on termine avec ça. Voilà, mauvaise expérience. Ouais. Voilà, donc on apprend. Voilà. Elle a été relancée 99. Voilà. Voilà, ce qui clôt le dossier sur un numéro plutôt très riche. Hein, si vous aimez ces 2 sagas, ou l'une des 2 en tout cas. Voilà, donc écran fantastique vintage hors série, Mad Max partie 2. Voilà. Et John Carpenter en vente 14,90. Voilà. Allez pour les fans. J'ai hâte de voir les autres sujets qui vont être notamment sur Doctor Who. J'ai hâte de voir ça sur Doctor Who dans les prochains mois. Voilà. Allez, restez 1 heure, hein, je suis désolé, ça dure 1 heure, mais c'est comme ça. Il faut prendre du temps pour bien expliquer les choses. On se retrouve très prochainement pour le prochain numéro de l'écran fantastique qui vient de sortir sur Dune, en couverture. Dune 2. Voilà, donc on se retrouve très vite. Merci à vous et abonnez-vous. Merci à vous, à très bientôt.